Cette peinture de Jaipur est une peinture très savoureuse qui représente le roi Louis XIV. On avait fait à la galerie un catalogue qui était Exotic Mirror, qui montrait les représentations des Occidentaux vues par les Indiens. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Et cette peinture donc inspirait probablement de gravures européennes qui étaient en vogue en Inde dès le XVIe siècle, puisque Akbar et les peintres moghols ont beaucoup travaillé d'après des gravures européennes. Ici, la peinture est probablement inspirée d'un portrait de Hyacinthe Rigaud de Louis XIV qui aurait circulé sous forme de gravure en Inde. Il est probable aussi qu'il y ait différentes gravures qui étaient un petit peu mélangées pour obtenir cette magnifique image de notre roi Louis XIV. C'est assez rare d'avoir des portraits comme celui-ci. Il est particulièrement réussi. Il est présenté devant une scène qui évoque évidemment Paris et la Seine. Ce sont des architectures un petit peu imaginaires. On a tout un ensemble de peintures du même groupe. La plupart conservées à la Chester Beatty Library et représentent des grandes architectures totalement exubérantes. Certaines qui représentent des lieux en Inde comme les Keepers d'Or Docks de Calcutta, avec une réinterprétation des gravures européennes, mais un thème indien et une sorte d'exubérance, une exagération totale des décors architecturaux. Ici, on voit bien la manière dont on a mal interprété certains éléments. Quand on voit la coiffe de Louis XIV, ils l'ont coiffé de fourrure, alors je pense que ça n'était pas le cas sur la gravure originelle. Il a vraiment une posture absolument parfaite, un regard très doux et le traitement assez étonné, amusant et bienveillant du visage de Louis XIV. Ici, c'est amusant, dans l'interprétation indienne des gravures européennes, on voit un détail qui est savoureux, c'est que ici, on a l'épée de James Ier qui a été mal comprise par le peintre indien et qui a voulu en faire une ceinture, un sash, comme on l'a en soie, puisque il ne connaissait pas la forme. Donc on voit ici cette épée qui se transforme en une sorte de ruban de soie. Donc ça, c'est un portrait qui lui aussi est de la fin du XVIIIe siècle et qui représente le souverain anglais James Ier. Ici, on a un portrait que j'affectionne particulièrement, qui est dans notre collection privée, et qui est un portrait qui a appartenu à Jean Soustiel, Joseph Soustiel, je crois même, et qui ensuite a été dans la collection de Pierre Le Tann, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et qui est désormais dans notre collection. C'est un souvenir de Pierre. Cette peinture est inspirée par une image produite par Nanteuil, et il y a une autre gravure d'Aubry qui est assez proche. On voit l'utilisation de l'armure, qui est spécifique, qui a été aussi réinterprétée un petit peu à la manière indienne. Et c'est une image de l'autre qui est assez bienveillante. J'aime beaucoup le traitement de la coiffe aussi, qui est un peu exubérante, on dirait une sorte d'amoncellement de vagues. C'est un portrait très plaisant. Dans les architectures exubérantes que j'évoquais, conservées donc dans les collections de la Chester Beatty, on a ici un très bon exemple. Donc toujours Jaipur, fin du XVIIIe siècle. On voit la manière dont la perspective a été traitée, la présence des personnages un peu fantomatiques d'ailleurs dans le paysage, montre bien le côté un peu exubérant et un peu fou de ces peintures de Jaipur, où on a des représentations d'architecture, donc inspirées de gravures occidentales, qui sont absolument pas réalistes, mais vraiment très savoureuses, comme on a la déformation ici du paysage, ce bâtiment qui évoque un peu un fronton d'église italienne ou d'Amérique du Sud, dans laquelle on a intégré à l'intérieur une sorte d'énorme amphithéâtre avec cette façade d'église. On a des tours qui sont surajoutées, miniatures surajoutées sur des bâtiments complètement démesurés, avec des portes immenses et des fenêtres qui sont plus qu'immenses. Ça fait une image un peu surréaliste que j'apprécie beaucoup. Et toutes les peintures de ce groupe mélangent une sorte de vision rêvée de l'Occident avec des visions ou des représentations de villes
indienne ou européenne. Et ce côté exagéré, qui n'est pas à l'échelle, donne une saveur toute particulière aux peintures de ce groupe. Dans la même série, on a ici un portrait qui est assez important en taille. Il est probable qu'il représente Abraham de Visscher. C'est une réinterprétation a priori d'une gravure de ce marchand hollandais. Il est difficile d'avoir des certitudes puisque souvent dans ce groupe de peintures on a des transformations, des réinterprétations, comme on le voyait sur la ceinture de James Ier. Ici, la coiffure, qui était quelque chose qui fascinait pas mal, la blondeur fascinait pas mal les peintres indiens. Donc il est possible qu'on ait rendu Abraham de Visscher, qui était plutôt brun, un peu blond. En tout cas, il y a des portraits connus de lui qui ressemblent fort à ce portrait ici. Donc inscrit dans un médaillon, comme on aime avoir les portraits européens, et avec derrière toute une flottille de bateaux. Et dans sa main, une céramique qu'on pourrait imaginer être de Delft quand on connaît les bleus et blancs chinois. Ici, on a des teintes qui ne sont pas sans évoquer les productions hollandaises de céramique. Mais c'est difficile de savoir. Et tout ça montre l'amusement qui était porté aux représentations européennes. Par exemple, on utilisait parfois des représentations d'occidentaux, souvent en habit du XVIIIe siècle, pour illustrer des textes classiques indiens comme le Kama Sutra. On peut imaginer qu'il y avait une sorte de côté sulfureux à utiliser des représentations d'occidentaux parce qu'on pouvait leur prêter des pouvoirs particuliers de cet ordre-là sur des représentations érotiques. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce corpus de peinture est un petit peu exubérant et souvent des réinterprétations qu'il est difficile ensuite d'interpréter correctement puisqu'elle laisse libre cours à l'imagination des peintres indiens à Jaipur à la fin du XVIIIe siècle.